Gracchus raconte, présente, faisant entrer l'accusé, le guillotineur de Voulvanveul. Disclaimer, comme disent les cons. Je tiens à affirmer que tout ce qui suit n'est qu'une farce. Ô toi qui te cantonnes au premier degré, de foutre le camp tu ferais mieux. Mais toi, badaud débonnaire, mon bon ami, toi qui passais par là juste pour t'en payer une bonne tranche, sois le bienvenu, détends-toi. Ce polar délirant est pour toi, et si d'aventure ça devait te distraire à ta bonne guise, t'interdis pas de poser un pouce, de partager, de t'abonner ou de commenter, en te remerciant. Il était tard ce soir-là. J'étais au fond de ma piaule entre ces 4 épais murs de plâtre. Il y avait moi et l'insomnie. Elle m'avait endormi le train du sommeil, l'insomnie, pour s'en faire un chapelet de saucisses. Pourtant j'étais couché. 2 heures à faire l'ogive en long, en large et en travers de mon pajot, j'avais pigé. Ça serait pas pour ce soir la bonne note. Tant pis. Je m'étais relevé. Que diantre-fiche te foutre. J'étais aigre, d'humeur piteuse, la moelle grise, l'âme boudeuse. Bouquiner un truc intelligent? C'est ça. Pourquoi pas boire une tisane et lever des pompes pendant qu'on y est? Non. Sabotage. À cet instant, c'était mon credo. Pas moyen de dormir? Je me détruis. Terminé. Absolu consommateur, j'étais. Pareil à l'oisillon frêle et dufteux, tout juste bon à bâiller du bec pour recevoir sa bouillie. L'instant d'après, j'étais sur mon canapé, entre une bière fraîchement circoncise et un colossal starfouf pas trop mal manufacturé. J'ai ouvert le YouTube sur la page d'accueil. Qu'est-ce que tu proposes? Jack Balance, une momie accuse Clovis de lui avoir effleuré un sein en 471. Faut-il débaptiser la France? Décage. Anna Belle Boobs. J'ai fait poser des prothèses mammaires à mon caniche nain, ça tourne mal? Putain, mais... Résumé highlight. Merlan AC, Psartek de Moscouille. Demi-finale de la Chic des Lampions. Rien à foutre, décidément. Je fais défiler. Ah, voilà. Fais entrer l'accusé. Le guillotineur de Voulvanveul. C'est ça, raconte-moi une histoire sordide, du sang et des gens qui chialent pour bien me liquéfier. Je demande que ça. Allez, j'envoie. Émile Largefiac, dit Bernardo. Depuis, il a été surnommé successivement le tueur au laxatif, l'accusateur privé, le menuisier, l'hôte mongol aussi, et surtout, le guillotineur de Voulvanveul. Comment ce jeune homme d'à peine 14 ans, malvoyant, malentendant, mal comprenant, a-t-il pu, dans l'indifférence quasi générale, kidnapper, rouer de coups, humilier, ridiculiser et de guillotiner pas moins de 54 élus et parlementaires, magnats des médias, expert en expertise et comble de l'horreur, d'un soyeux Yorkshire à la crinière dorée répondant au doux nom de Brigitte? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Voulvanveul dans le Gard, à environ 60 km à l'ouest de Brest. Justin Petit Peu, paisible petit monsieur de 142 ans, fraîchement retraité de chez Carrefour. Il est 6h30 ce matin du 27 juillet 2023 lorsqu'il installe ses cannes à pêche sur les berges de la Veule en plein centre de Voulve, dans un coin à truites bien connu des barboteurs de la région. Mais ce matin-là, les charmantes salmonidés pourront fureter tranquilles dans les eaux tièdes de la Veule, car l'homme n'aura pas le temps de tendre ses lignes. En arrivant sur les lieux, il fait une macabre découverte. Bon, j'allais taquiner la blette sur les berges de la Veule. C'était un jeudi. Il faisait doux. Et puis bon, là, je vois un vélo. Le beau vélo, hein. Il avait pas de cadenas. Là, je me dis, je vais me l'arranger. Pour les gosses, quoi. J'approche. Et là, qu'est-ce que je vois? Une tête. Toute seule, posée sur la selle. Je me dis, bon Dieu, mais c'est qu'il ressemble au maire Zigoto. C'était bien ça. Le maire, avec son air connard, là. Ah, c'est sûr, il faisait moins rutilant sans son petit corps de mollusque et ses beaux costumes. Alors, j'ai appelé le gendarme et puis, je suis retourné à la pêche. Immédiatement, c'est l'ensemble de la force publique de la Gard qui est mobilisée, soit environ un gendarme et demi. Élon Largefiac et son neveu, Émile Largefiac,
Bernardo, comme on l'appelle ici. L'au-dessus de tout soupçon jeune homme de 14 ans, lourdement handicapé de naissance, mais engagé comme gendarme volontaire auprès de son oncle pour pallier au manque de moyens. Adjudant Elon Largefiac. Elon c'est mon prénom. Elon Largefiac je préfère. Pardon, Elon Largefiac. Adjudant, c'est vous qui êtes appelé sur les lieux? Eh oui, en même temps il n'y a que moi, hein. Et Bernardo, quoi bon. Mais il décrochait pas le téléphone, hein. Il était sourd comme un parpet, le pauvre garçon, hein. Son père disait de lui qu'il avait été démoulé à chaud. Et croyez-moi qu'il s'y connaissait, son père. Il était guère mieux. Il avait marié ma sœur qui a jamais su descendre un escalier, ça se pétait un genou. Revenons à notre affaire. C'est donc vous qui ferez les premières constatations. À quelle heure arrivez-vous? Bon, on est appelé vers 7h moins le quart. Le temps de trouver les clés de la Zantia, vérifier la porte de derrière, faire la route, 12 kilomètres quand même, hein. Bon, vers 11h, quoi. Quand on arrive, les journalistes sont déjà là à piétiner la scène de crime. Alors j'ai poussé une gueulante. Ça a servi à rien, bien entendu. Alors, j'ai constaté le décès du maire de la commune, monsieur Pignol, par ablation céphalique à l'aide d'un couperet biseauté. Monsieur le maire est donc retrouvé décapité. Sa tête a été déposée là pendant la nuit, sur la selle de son vélo, bien à la vue de tous dans ce lieu précis qui présente la particularité de se situer en plein centre de la bourgade, entre la rivière et l'établissement La Patate Chaude, où les flâneurs autochtones aiment à passer se désaltérer. La mise en scène est claire. Le ou les tueurs ont tenu à ce que ce funeste trophée soit comme brandi aux yeux de tous. Théophile Goud, tenancier des établissements La Patate Chaude, 78 rue des Fadaises, Fourlvanville, Cedex, ouvert dimanche et jour férié. Alors oui, au début de cette affaire, c'était plutôt la bonne nouvelle. C'était bon pour le commerce, cet émoi prodigieux. Et puis bon, entre nous, ce maire, on n'a jamais été bien copains, pour le dire poliment. Tout ce qui est contre nous, il était pour lui. Puis attention, teigneux avec ça. Valait mieux pas le contrarier, Mais bon, même avec toute la bonne volonté du monde, monsieur le maire, une vessie n'est pas une lanterne, ni un étron, un macaron au chocolat de Bruges, Me dites pas le contraire, ça s'est marché sur la tête. Non, je m'énerve pas, oui. Non, c'est après que c'est devenu tragique. Non, Nadège, non, me regarde pas comme ça, mon lapin. Non, prends donc une pinte. Non, excusez-nous, c'est son chien, Brigitte. Tout doré, une merveille. Le poil luisant, l'œil vif. Il lui a retiré la tête du corps. Là, non. Là, j'ai pas pardonné. Ainsi que vous venez de l'entendre, Brigitte, le Yorkshire du couple de restaurateurs, sera la 54e victime du guillotineur de Fourlvanville. Les gendarmes n'ont aucune piste. Entendu que le plus long des voyages commence par un premier pas, ils décident d'aller inspecter le 4x4 du défunt maire, en périphérie de la commune, là où il avait pour habitude de le garer et finir les 800 mètres de trajet restants en vélo jusqu'à la mairie. Son épouse, Marie Samira, critère 5, un diesel d'avant 2009, déclare qu'il était bien parti la veille au travail à la même heure que chaque matin, son vélo dans le coffre. Il n'arrivera jamais jusqu'à son bureau. Tout porte à croire que l'enlèvement a eu lieu entre l'endroit où il a garé son 4x4 et la mairie, sur ces 800 mètres. Le véhicule est bien là, mais chou blanc. Rien à signaler, aucune trace. Sur la piste cyclable qui rallie la mairie, idem, rien d'anormal. Les enquêteurs tomberont toutefois sur un objet intéressant. Un slip, pris sur la branche d'un buisson et chahuté dans la brise comme une guirlande de lichen au vent du Grand Nord. Ce slip s'avérera être une fausse piste. Le jeudi suivant, à Chanteflûte, 40 km de là, la tête de la députée du Rassemblement patronal, Sylvie Laine, est retrouvée sans vie place Saint-Usure, au pied de la statue du président Désiré de Lozeille. Aucune trace là non plus. Ça devient préoccupant. Le 10 août, comme ce jour que les îles Luz à Louis XVI furent dissoutes. Encore 7 jours plus tard, toujours un jeudi, c'est au tour de Gérard Élargi, président du sénatorium, d'être retrouvé sans tronc sur le parvis de la gare de Brise-les-Eaux. Le 17,
Sathaniel Cohn-Friendly, ministre du Pensée Printemps, est retrouvé écorpé sur les marches de la maternelle Pas Confiance. Ça ne s'arrête pas là. Le 24, Alain Miteau, directeur de publication du quotidien national Le T'Inquiète. On retrouve sa face avachie sur sa nuque plate au bord de la fontaine aux sécrétions. Le 1er octobre, Tsarine Lacombe-Lucien, collaboratrice de Pfizer, Grand Croix de la Légion d'honneur en raison de ce qu'elle sait tout mieux que toi, est décapitée à son tour. Sa tête est retrouvée dans les filets du panier de basket du square du Venin, en face de la pharmacie, couverte de fientes de pigeons. La tête, pas la pharmacie. Et ainsi de suite. Le tueur, régulier comme un youtubeur. Une sortie par semaine, chaque jeudi. Tout y passe, élus, parlementaires, ministres ou personnalités des médias. Les services de police sont dépassés. On dit le président terré dans les jupes de son épouse. Les naseaux plâtrés, en proie à des terreurs nocturnes en plein jour. Le pays sombre inexorablement dans le chaos. Non mais étonnamment même pas, hein. On a même vu la courbe démographique repartir durant les mois des événements. La croissance aussi. Mais surtout au potager. Les blettes, les cardoles, les salsifis, tout poussé comme du chien dent. Jamais vu ça. Même les truites, ça mord des biais. On aurait dit que la terre comme ça, elle exprimait de la reconnaissance. Bien sûr, là-haut, ça faisait du vilain. Les journaux, la télé, le gouvernement. Pour eux, c'était le branle-bas de combat. Mais pour nous, c'était plutôt bien. Mais moi, il y a un truc qui toujours depuis me turlute et me pine. C'est qu'on n'a jamais retrouvé la moindre rate, orteil ou rognon d'une seule des victimes. J'ai eu beau demander, j'ai même cherché, je suis enquêteur quand même. Hein. Rien. Toujours est-il que ça faisait désordre aux enterrements. Pendant la levée des cercueils, on entendait bringue-baller là-bas dedans. Forcément, hein. Mais bon, comme personne ne venait de toutes les façons, tiens, moi j'allais à la pêche justement, avec monsieur Petit Peu, comme on avait sympathisé. Mais, adjudant Largefiac, vous n'étiez toujours que deux à ce moment-là sur l'affaire avec votre neveu? Non, pensez donc. Fin décembre, 26 décès quand même, hein. Bercanardo et ses copains, les gentils milliardaires philanthropes, nous ont envoyé un bataillon ukrainien de leur réserve personnelle pour venir nous prêter main forte. Comme on n'a pas le moyen. Avec le matériel américain, les hélicos, tous les talkie-walkie, les jeeps, les bombes à uranium appauvries, là c'est sûr, c'est une autre dimension, hein. Même ces espèces de limiers d'Indonésie, là, des genres de vélociraptors de flair pour remonter les pistes. Dangereux, ça. Moi, j'approche pas, hein. Bon, les soldats et leurs truffiers de l'enfer, là, parfois ils ont été un peu durs avec la population. Ils ont un peu bousculé. Mais bon, ils ont tenté quelque chose, c'est ça qui compte. La situation ne peut plus durer. Les puissants et généreux donateurs de l'Urologue, Union républicaine pour l'organisation large et optimisée de ta gorge, décident de frapper fort. En effet, face à cette incurie de l'ensemble de l'appareil étatique, ces fortunés bienfaiteurs donnent une soirée caritative au château de Versailles avec en invité vedette Kylian Mbappé et un concert pyrotechnique de Matt Paccaré au Grand Trianon. Tout ce beau monde, le gratin de la haute finance, du showbiz, fer de lance d'un monde qui progresse, parvient ce soir-là à amasser pas moins de 8 000 milliards d'euros. Suffisamment pour financer sur quelques semaines l'occupation de la Veule, pour le bien et la félicité de ses habitants démunis et terrorisés, par un corps d'armée ukrainien mené par le général Azov Sanguine, grand ami des causes nobles et de la démocratie en toute saison. Là encore, des semaines d'enquête, de quadrillage du terrain, d'interrogatoires en tout genre au QG, dans les caves, au bord de la Veule, dans la Veule même parfois. En vain. Toujours pas la moindre piste sérieuse. Et plus grave encore, la sinistre série continue. Al enjupé, Rico Chiotti, Marlène constipée au passé simple, Sandrine Pourceau, Dites-non Aubry, le préféré le camembert, Édouard Philippe, Olivier Variant, Adrien Claquepince, Éric Sémor. La liste ne s'arrête plus. C'est à se demander jusqu'où peut-on ainsi s'enfoncer dans l'horreur. Une situation surréaliste. Des feux de la Saint-Jean fleurissent spontanément sur toutes les plages de France, y compris celle de Dunkerque, ce qui est notable en plein mois de janvier.
De 7 à 77 ans, même les 68 arts sincères qui n'ont toujours pas compris qu'on avait retourné leur rêve contre eux sont contents quand même. Des manifestations de liesse collective à la limite du surnaturel parfois. Comme cette étudiante canadienne venue fêter en France la nouvelle coupe en vogue dans les ministères, qui déclara avoir entendu chanter Édith Piaf à travers sa stèle au Père-Lachaise, et remontant une échelle en corde suspendue à un hélicoptère quelque part dans Paris, plusieurs témoins diront avoir aperçu Belmondo carrément. Le mystère s'épaissit. Mais pendant ce temps, en haut lieu, c'est la psychose. Manuel Farce, vous étiez à l'époque des faits ministre de l'humidité, je crois. De l'intérieur, j'étais ministre de l'intérieur. Excusez-moi, monsieur le ministre. Non, mais je ne suis plus ministre. Ah, j'ignorais. Non, là, temporairement, je suis ouvreuse à la patate chaude. Les clients payent un petit supplément pour pouvoir me gifler, alors on partage les gains avec le patron et ça met du beurre dans les épinards. Mais c'est temporaire. Venez-en au fait. Vous ne voulez pas revenir en politique? Ah non, c'est bon. Je pense que j'ai suffisamment servi mon pays. Non, j'ai bien bouffé. Abdoulillah, monsieur le ministre. J'ai gardé ma tête, quand même. Merde, quand même. Quelle était l'ambiance au ministère, dans les commissariats de police? Vous pouvez nous décrire les scènes? Ouh, la panique. Nos collaborateurs tombaient comme des mouches, et on se demandait qui serait le prochain. Et la police? Bien, c'est-à-dire qu'à ce moment-là précis, à cause des restrictions budgétaires indépendantes de notre volonté, ils étaient un peu moins de 35 sur l'ensemble du territoire, alors forcément ça piétinait un peu. Nos hommes ont été héroïques. Je tiens d'ailleurs à profiter de la tribune que vous m'offrez pour leur rendre hommage. Les coupes budgétaires, oui. Il n'y avait donc plus personne pour vous protéger. Bah non, voilà. Un vrai furet, le type. Même les Tchétchènes l'ont pas chopé. Au bout de quelques mois, ils se sont tirés. Ils nous ont abandonnés. Les Ukrainiens? Les Ukrainiens, oui. Les Whites, les Blancos. En tout cas, nous étions atterrés. À tenter comme ça, à la vie des représentants du peuple, à travers nos corps, n'est-ce pas? C'est la République qu'on assassinait. La démocratie, la liberté, la gentillesse, les tickets restaurants, la... Merci, monsieur le ministre. Mais les semaines et les mois passent, et le tableau de chasse du ou des mystérieux tueurs s'alourdit. Même en très faible effectif, les agents de la BPE, Brigade de protection des enculés, se démènent, harcelés par les journalistes et leur hiérarchie qui tous font dans leur benne. Et dans ce marasme, ils dressent tant bien que mal une liste de suspects potentiels. Dominique Grand-Rissette, après les mois d'enquête, les policiers de la BPE ont donc établi 3 profils. Qu'est-ce qui a retenu chez chacun de ces suspects leur attention? Non, Christophe Blond de Platte, c'est bien pire que ça. Après avoir pendant des mois passé au peigne fin les restes mortels des victimes successives, leurs têtes donc, les policiers se sont aperçus que les analyses de toutes ces têtes avaient 2 points communs. Toutes. La première est que leurs têtes avaient été tranchées net, passant par la nuque à l'aide d'un couperet aiguisé comme un rasoir. Et la deuxième? Chacune des victimes avait reçu une forte dose de médicaments laxatifs moins de 24 heures avant son décès. Ah oui, ça c'est intéressant. Non, mais oui. Et c'est en partant de cet élément clé que vont s'organiser les enquêteurs. Ils vont tout d'abord établir un fichier regroupant toutes les personnes souffrant d'un transit ambigu sur le territoire national. Olivier Dussopt Alain sera même en tête de cette liste, avant d'être complètement blanchi par son assassinat. On va vérifier chaque pharmacie du territoire, voir un peu les commandes anormalement élevées de ce type de produit. De cette liste, après moult recoupements selon des méthodes américaines, sortiront 3 noms. Ceux de Johnny Depoule, Abdelkrim Lahès et de Baudouin Mathurin Fauchelahur. Et qu'est-ce qui distingue des autres ces 3 suspects finalement? Non, alors le premier, Johnny Depoule, épaviste de son état, et pardonnez-moi l'expression, laxatifomane depuis sa plus tendre enfance et une tragique écuelle de riz basmati qui ne serait jamais passée. La preuve de sa condition est apportée par son médecin Avishai Puri et il est rapidement mis hors de cause. Abdelkrim Lahès est lui arrêté parce qu'il passait par là et avait, je cite le compte-rendu de son interrogatoire, une belle tête de vainqueur. Il sera également écarté, n'ayant résolument rien à voir avec l'affaire. Baudouin Mathurin Fauchelahur maintenant, professeur d'histoire moderne à l'université de Guigné-Poisse, dans le Gard. On s'en souvient,
Son histoire a défrayé la chronique pendant des semaines. Il sera interpellé par l'adjudant Largefiac et son adjoint Bernardo alors qu'il rentrait chez lui. On s'en souvient, oui. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est devenu, ces coinces? Pardon. Quel est à ce moment-là le palmarès du sujet? Non, alors à sa libération, il a tenté de se refaire la cerise à Doha, au Qatar, où il a créé le PT, Parti Transgenre. Aux dernières nouvelles, il attend toujours sa lapidation prochaine. Ouais, il est con. À ce moment-là de l'enquête, Christophe, ce qui a porté sur lui l'attention des forces de police, c'est son nom, déjà. Fauchelahur, ça ne s'invente pas, mais aussi son activisme politique, son appartenance affichée à la France en sous-mouise. Tout l'accable. Lors de sa perquisition, on retrouvera chez lui des pleins cahiers de discours exubérants signés du terroriste Robespierreux. Connais pas. Il sera immédiatement déféré devant le juge d'instruction pour y être entendu, sermonné, re-entendu, resermonné, et jeté en prison dans l'attente de son procès. Il nie tout en bloc. C'est pas lui, ce soir-là, il était aux putes. Mais ça ne colle pas. Il y a eu plusieurs soirs, Christophe. Trop de soirs. Et même s'il est sans doute un sacré bourricot, son alibi est déclaré irrecevable. Son procès est organisé dès le lendemain 6 heures par une justice qui, une fois n'est pas coutume, est ce jour-là remarquable d'efficacité. Son procès débute donc dès le lendemain à la cour d'assises de Gastro-sous-Bois. Fauchelahur sera défendu par Maître Carré Imbitable, avocat commis d'office. On me demande d'assister à un individu, n'est-ce pas, qui est en garde à vue. Un bolchevique de surcroît, inquiété dans une sombre affaire de portage d'atteinte à l'intégrité cervicale sur personne dépositaire de l'autorité de l'État. Je rencontre le personnage en me bouchant le nez, écoute ce qu'il a à me bonnir et commence à articuler sa défense. Il déclare être allé aux filles, comme chaque mercredi soir depuis, n'est-ce pas, qu'il est pubère. Tradition familiale ou je ne sais quoi. La police ne l'a pas cru. Entre nous, moi non plus, au début. Mais il s'agissait bien de le défendre, ce séditieux. C'est là toute l'ambiguïté superbe, empreinte de noblesse du métier de la robe qu'est le nôtre, n'est-ce pas? Alors à mon tour, j'y suis allé, aux filles. Il se trouve que je connais bien le quartier pour être un partenaire commercial privilégié des proxénètes. Mais ça, c'est autre chose. Je les ai toutes vues, l'une après l'autre, interrogées de près, croyez-moi. Elles ont toutes déclaré le connaître. J'ai même pu établir son relevé des consommations, si j'ose ainsi m'exprimer, de l'année écoulée. Tenez, la nuit du 26 au 27 juillet, par exemple, le premier meurtre, celui du maire de Vourles, monsieur Pignol. Eh bien, mon client était ce soir-là dans la camionnette d'Engie, dite la Chaudière. La semaine suivante, c'était avec Ursula Pinder la Hyène, dite Vieille Vigne. C'est dans les vieux fûts qu'on fait le meilleur jus. Le soir du meurtre de Con Friendly, là encore il était avec Mimi la Nantaise. T'as connu? Chaque fois j'ai les reçus, les notes de frais, tout est en règle. Mais la cour a décidé en son âme et conscience, dans l'humble moiteur de sa robe austère, que ces travaux fastidieux, harassants, menés par votre serviteur étaient irrecevables. La pièce n'a pu être versée au dossier. Alors on a tergiversé un temps, mais c'était plié, quoi. Le jury à l'unanimité d'abord, et madame la juge connasse ensuite, l'ont reconnu coupable de tout et pour toujours. Il a pris perpète. Ce n'est que bien plus tard qu'il sera relâché. Il partira pour le Qatar, je crois, où il aura de nouveau des démêlés avec la justice. Madame la juge, Fauchelahur est donc reconnu coupable en moins de 15 minutes d'audience, sans même que le jury ne se soit retiré pour délibérer. C'est rare. Oula, oui, cette histoire, oui, affreux, affreux, affreux. Tout l'accablé, ce pauvre garçon. Le fait qu'il n'y ait pas d'autres suspects, déjà. Et puis ça venait d'en haut, il fallait en finir. Pensez-vous que dans ces conditions si particulières, il est possible que la justice se soit un peu précipitée? Précipité, vous en avez de bonnes. Mon ministre de tutelle, monsieur Dramanin, m'a bien fait comprendre qu'on n'était pas ici pour être là et qu'il fallait se retrousser les manches de la robe. Ce sont ses mots. En plus, il se trouve qu'à l'époque, j'étais à la recherche d'un logement. Je vais pas vous faire un roman photo. Il n'y avait pas de temps à perdre, comprenez-vous? Je comprends, bien sûr, je comprends. Pas d'amalgame, pas de vague, pas d'eul, pas de loup, pas d'awan, pas de méhamidala.
Pas dit que ça fasse pas des histoires quand même, ça, parce que 3 jours plus tard, le 13 juillet, la tête du président de la République est retrouvée enfilée comme une perle sur le paratonnerre de l'Élysée. Ah oui, alors ça a été un choc, ça alors, hein. Oh, décapiter comme ça la tête de l'État, ça... C'est un coup dur pour vous. Vous plaisantez? Bien sûr, on le tenait, le type. Mais si les décapitations continuent alors qu'il est derrière les barreaux, automatiquement, c'est que c'est pas lui. Tout était à refaire, quoi. On commençait à trouver le temps long, je vous dis pas. Vous n'avez jamais craint pour votre vie, vous, personnellement. Si le vrai guillotineur courait toujours, il pouvait tout à fait s'en prendre à vous. Alors pour une raison qui nous échappait à l'époque, il n'a jamais touché au juge, jamais. On a su depuis que c'est seulement parce qu'on passe jamais à la TV. Merci, madame la juge. C'est affreux. La ligne rouge est franchie. Le pire est advenu. La tête du président de la République est tranchée, puis retrouvée férocement enfoncée d'une tempe à l'autre sur le paratonnerre du palais de l'Élysée. La France est coupée en deux. Il y a d'un côté les humanistes, les membres de l'urologue, ceux du gouvernement, de l'Assemblée, du sénatorium, des rédactions, ainsi que les maires des grandes communes. Et de l'autre, tout le reste de la population qui semble s'en contrefoutre absolument. C'est la psychose dans les milieux autorisés, et c'est l'acquis pour les autres. Les plateaux télé se retrouvent plus déserts qu'un bureau de vote lors d'une réélection présidentielle, ce qui ne tombe pas si mal car les téléspectateurs aussi ont foutu le camp. Les records de non-audience sont pulvérisés. Mais comme par magie, dans ce marasme, la solution à ce mystère va se dévoiler d'elle-même, sur un coup du sort. Dominique Grand-Rissette, après la mort du président de la République, la police est en faillite évidente. L'État vacille fatalement. Non, Christophe, c'est encore pire. L'État est à terre. Plus personne aux commandes, et plus alarmant encore, plus personne pour postuler. Des élections anticipées sont organisées, mais aucun dossier n'est déposé, si bien que la tenue de ces élections ne pourra pas se faire. Les sondages de leur côté ne donnaient aucun vainqueur, étant donné que la population déclare comme un seul homme chaque fois qu'on l'interroge qu'elle préfère encore se farcir une coloscopie sans anesthésie plutôt que d'aller voter. En parallèle, la mayonnaise monte quant aux spéculations. À qui le tour, Christophe? On attend le prochain épisode de cette saga avec impatience. On commente, on prend les paris. Certains bookies donnent Bruno Le Maire d'à 12-1, et pour d'autres c'est Elisabeth Burne. Les enfants jouent à la marelle, les adultes boivent un coup, on fraternise. Le mouvement CTQDEF ISDLR, c'était que dalle en fait, il suffisait de les raccourcir et créer. C'est un raz-de-marée d'adhésion. Bercanardo tente de s'exiler à Guernesey, pour les avantages fiscaux bien sûr, de son propre aveu il n'a jamais lu Victor Hugo. Mais les insulaires accueilleront son yacht à coups de caillasse, et il repartira comme il est venu pour s'installer au Delaware avec tous ses petits copains fils de pute. Même Kylian Mbappé quitte le Real Madrid, il signe au FC Laventous pour y jouer, par dépit, déclarera-t-il, en amateur et à cloche-pied. Ah oui, c'est la catastrophe, là. Pas du tout, Christophe, c'est le cataclysme. Les jours passent, la date approche, dans cette attente conviviale et bon enfant qui tient tout le monde en haleine. Et finalement, le jour J... rien. Pas de tête. La déception est immense, comme vous pouvez l'imaginer. La demande populaire était si forte. Aucune décapitation suspecte? Non, Christophe. Pas même une gifle entre voisins, une altercation au feu rouge, rien n'est signalé. Les gens ne sont pas sortis, tous sont attendus, leur ticket de Paris en main, les résultats. La confusion est totale. Jusqu'au lendemain? Jusque 24 heures plus tard, Christophe. Alors là, tenez-vous bien. Le vendredi, soit le lendemain de cette grande déception nationale, on retrouve bien une tête. Elle est livrée en retard, c'est indéniable. Mais surtout, ce qui interpelle, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une tête de ministre ou de journaliste, mais de celle de Brigitte, le Yorkshire du couple Good, les tenanciers de la patate chaude, découverte par une cliente matinale au beau milieu de la terrasse. Et alors là, à la déception succède la colère.
L'indignation générale. Qu'on bousille quelques escrocs dégénérés qui se croyaient intouchables passe encore. Comme on l'a vu, ça peut même se révéler festif et carrément salutaire. Mais qu'on touche à un cheveu de cette petite saloperie de Yorkshire énervée, ça ne passe pas. L'opinion publique se retourne complètement. On retrouve subitement notre bonne vieille France. Tout le monde rouspète à l'unanimité. Un murmure de réprobation ébranle la patrie. Une marche blanche spontanée converge des quatre coins du pays vers Vourle-Vanveule pour faire barrage à la barbarie. Des battues sont organisées aussi. Tout le monde s'y met. Le mot d'ordre est donné. Il faut arrêter ce fou dangereux avant qu'il ne s'en prenne à d'autres animaux mignons. Et une foule en colère, comme chacun sait. C'est assez implacable, quoiqu'un peu juste question droits de l'homme. En moins d'une heure, c'est pas moins de 4000 suspects qui sont arrêtés. Certaines seront tondues, un vieux réflexe, daté un peu, douteux beaucoup. Et certains seront pendus, aux arbres, avant même d'avoir pu prouver leur innocence. Mais ce lynchage généralisé retombera comme un soufflet dès l'annonce de l'arrestation de Bernardo. Rendez-vous compte, Christophe. C'est Émile le tueur. L'adjoint, mais aussi le neveu de l'adjudant Largefiac. Il est attrapé dans la grange en ruine des Largefiac au fond de la forêt de Catindadel, sur le lieu de tous les crimes. Je dis bien tous les crimes, Christophe. Il est surpris en compagnie du ministre du PSG, monsieur Joseph Goebbels. Gavé de laxatifs, ligoté, ratatiné, brisé, piteux, lamentable, croulant sous les fêlures et les ecchymoses, emballé dans une housse mortuaire, macérant dans ses matières, je vous passe les détails. Bernardo, Christophe. Du haut de ses 14 ans, lourdement handicapé, il avait fabriqué une guillotine en parfait état de marche, une merveille de menuiserie. Eh oui, la nouvelle tombe comme un coup de masse sur ta grand-mère en ce matin du 27 juillet. La stupeur est totale. Émile Largefiac, en plus d'être Bernardo, l'idiot du village, le gentil gendarme adjoint tout juste bon à nourrir les poules, était donc en même temps le guillotineur de Vourle-Vanveule, le tueur au laxatif, l'accusateur privé, le menuisier. C'est tout le contraire, Christophe. Putain, tu m'as fait peur. Pardon, j'étais pas encore parti, mais je filoche. Non, attends. Émile le tueur. Là, on est sur un scénario hollywoodien. Pendant des années, il était parvenu à tromper tout le monde comme Kaiser Soze dans Usual Suspect. Plutôt le psy dans Sixième Sens, Christophe. Bruce Willis, celui qui sait pas qu'il est... Enfin bref. Car Émile Largefiac lui-même ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, ni pourquoi il le faisait. On décèlera dans la série de Borborigme qui comptera comme sa seule déclaration officielle les mots « le piquet » en désignant ses victimes. Mais alors quid du chien ? On saura par la suite que le matin de la mort de la pauvre bête, celle-ci avait mordu Largefiac au mollet, tandis qu'il dégustait un pain au sucre assis sur une souche. Une saloperie, je vous dis, Clébard. Alors Émile Largefiac l'a immédiatement reconnu coupable d'être piqué, donc, et il lui a blatté la gueule. Quand on y pense, il est heureux que cette folie meurtrière du jeune Largefiac ne l'ait mené à des actes plus affreux encore. Quand on voit sa réaction à la morsure du chien, quelqu'un aurait pu être blessé. Tout est bien qui finit bien, Christophe, et en toute chose malheur est bon. C'est à la seule faveur de la mort horrible de cette saloperie de Yorkshire qu'Émile Largefiac a été retardé de 24 heures dans son funeste dessein d'assassiner le ministre Goebbels. Le PSG l'a échappé belle. Il avait prévu de le kidnapper après son petit encas champêtre, et détail sordide on s'en souvient de triste mémoire, ça devait se passer dans la même salle polyvalente où Pierre Granaz, l'ancien patron du MEFES, avait été rapté par ce même Émile le guillotineur. Merci Dominique. Mais de rien, Christophe. Dominique. Christophe. Dominique. Christophe. Dominique. Nique, s'en allait tout simplement. Il a donc été établi qu'Émile Largefiac avait agi sans réel mobile, répondant simplement à une pulsion lunaire qui le poussait à guillotiner tous ceux qui faisaient du chagrin à sa mamie, Honorine Largefiac, quand il passait à la télé le mercredi après-midi sur la chaîne parlementaire. Les plus grands spécialistes l'ont examiné sous toutes ses coutures. Aucune chance que ne se cache quelque part derrière cette lippe paveuse un véritable génie du crime. Il confond vraiment les râpes à fromage et les gants de toilette.
ce qui lui a valu des dizaines d'hospitalisations pour de profondes écorchures. C'est à peine s'il sait déglutir, ne sait compter que jusqu'à 4 et ne fredonner que quelques refrains d'Ayaru Nuku Mu Ra Musqué. Ce qu'il fait souvent, alors forcément, aucun doute ne peut subsister de ce côté-là. En revanche, ce qu'il reste à établir, c'est bel et bien son modus operandi. On sait qu'il a bricolé une guillotine. C'est un exploit. Et de la belle ouvrage en plus. Elle a fonctionné 54 fois en comptant Brigitte le Yorkshire. On sait aussi qu'il utilisait de généreuses doses de laxatifs pour piéger ses victimes. Il s'arrangeait pour avoir accès à leur petit-déj et l'en farcir. Le temps que le médicament fasse effet, il les attendait sagement dans les latrines. À l'aéroport, au restaurant, au bureau, sur une aire d'autoroute. La victime arrivait peu après, affolée comme on l'imagine, incapable de se défendre et surtout hors de vue de ses gardes du corps. Il n'avait plus qu'à les cueillir, les bâillonner, les rouer de coups, les ligoter, les enfermer dans une housse mortuaire où ils finissaient piteusement ce pourquoi ils étaient venus et les balancer par la fenêtre à proximité de son vélomoteur auquel est attelée une petite remorque. Il faisait alors jusqu'à 600 km en plein hiver avec son macabre chargement pour rallier la grange abandonnée de ses aïeux. Là, il mettait une perruque blanche et bramait quelque chose comme « coupable » avant de les sectionner. On n'a jamais retrouvé le reste des corps. À l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas ce qu'il en a fait. Lorsqu'on lui pose la question, Émile a toujours la même réponse. Il sourit et dit « La poule !» avant de s'enfoncer un coude dans l'œil et de rire gaiement. C'est quelque part dans cet esprit lointain, cette âme brumeuse aux méandres emmêlés, ces doux enfantillages apparemment inoffensifs, qu'Émile a enfoui son lourd secret, le secret du guillotineur de Vourle-Vanveule. Bonsoir. Fin Dieu, je dormais en fait. J'avais rêvé que j'étais insomniaque. Une mise en abîme, quoi. Une inception, comme on dit maintenant. Un rêve dans un rêve. C'était Gracchus raconte, lisant du soi-même. J'ai bien rigolé à faire cette farce. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vexés. À tantôt. Ya